Je suis content de cette réunion parce que, vous savez, moi, je ne suis pas je suis pas le pissénois de cœur. Je suis un pissénois de cœur parce que j'ai décidé de venir m'installer ici. Et puis, avec l'association Business en Transition, on a essayé de regarder un peu ce qui se passait. Et un jour, on m'a parlé des Reines Claude. Et moi, j'en avais jamais vu. J'en ai même, je crois, jamais mangé. Non, excuse-moi, mais c'est comme ça. Et alors, donc, j'ai posé une photo en disant, mais alors, est-ce que la Reine Claude, elle est jaune ou elle est verte? Et là, ça s'est déchaîné. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais non, alors, etc., etc. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose. Et puis, je pense que j'avais posé une question qui était, à mon sens, très facile, mais finalement, qui était très difficile, parce que la réponse, c'est quoi? Est-ce qu'elle est jaune ou est-ce... Elle est jaune? Elle est verte? Elle est violette. Voilà. Et voilà, donc on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose sur ce sujet qu'il faut essayer il faut aller plus loin, quoi. On peut pas le définir. Et on peut pas le définir, voilà. Maintenant que le fruit soit mûr, pour pouvoir en discuter. C'est ça. Donc en fait, on a commencé il y a 2 ans et on s'est dit, tiens, on va mettre des pruniers à la vente. Alors François, il n'est pas là, mais il va sûrement arriver. François, il nous avait fait 5 pruniers. Et on s'est dit, tiens, on va les mettre à la vente. Peut-être que quelqu'un va les acheter. Et au bout de 10 minutes, tout était parti. Parce qu'on avait mis prunier véritable Reine Claude de Pézenas. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose, quoi. Et donc, l'année dernière, on s'est dit, il faut qu'on aille plus loin. On va essayer d'en faire un peu plus. Mais surtout, il faut qu'on raconte cette histoire. Et c'est là où on a commencé, avec Janine, avec Jacques, avec Christine, avec Claude, d'essayer de reconstruire cette histoire. Parce que, en fait, la Reine Claude, c'est intéressant, mais il y a surtout l'histoire de la Reine Claude qui était derrière. Et c'est là où on s'est dit, plutôt que de mettre simplement des photos, si on faisait une table ronde. Donc on a fait une table ronde. Alors on s'est dit, il y aura peut-être 10 personnes. Bon, il n'y avait pas 10 personnes, il y avait beaucoup plus de gens. Et toute cette histoire est revenue avec tout ce qu'on s'est dit la dernière fois, cette histoire de... Moi j'en suis encore pas revenu, de se dire que la reine d'Angleterre demandait des Reines Claude de Pézenas. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, si c'est vrai, quelque part, voilà, ça mérite d'aller un peu plus loin. Donc voilà. Et après cette réunion, on s'est dit, on a fait un truc génial, on a montré les Reines Claude, on a vendu je ne sais pas combien de plans et tout ça, puis c'est bon. Mais il y a des gens qui nous ont dit, on va pas s'arrêter là. C'est peut-être intéressant d'aller plus loin. Mais plus loin, ça veut dire quoi? Voilà. Donc, on est ici pour essayer de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec cette petite graine qu'on a plantée? Il y a effectivement des envies. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Et l'objectif de, effectivement, cet après-midi, c'est de se reposer la question et de, voilà, ensemble se dire, qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc, on a cet après-midi pour finalement se décider. Vous avez vu, on a fait une petite astuce, on a dit une après-midi pour des prunes. Bon, en fait, il y a 2 trucs. C'est soit on va passer une bonne après-midi ensemble, on va discuter, on va boire un coup tout à l'heure, etc. Ça sera pour des prunes et ça sera génial. Soit on va passer une après-midi pour des prunes, en essayant de... Je sais pas quoi, moi. Donc voilà, on a peut-être collectivement quelque chose à décider. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse les choses en 2 temps. La première partie, on va proposer à des gens de nous donner des informations. Et puis la deuxième partie, on discutera tous ensemble. Voilà, sur qu'est-ce que c'est que ce truc, est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin ou pas, etc., etc. Alors dans un premier temps, je vais passer la parole à Pierre, de la pépinière Pierre et Lily va se présenter. Et on lui a donné cette tâche terrible de se dire, voilà, enfin, planter des arbres. Finalement, à quoi ça sert de planter des arbres, hein? Est-ce que c'est intéressant? Je vous dis ça, c'est parce que pendant la réunion, c'était Jacques qui expliquait que autrefois les jardiniers, en fait, ils faisaient des légumes et ils arrosaient leurs légumes.
Et dans les raies des légumes, ils plantaient des arbres pour que les arbres puissent être effectivement arrosés. Mais peut-être que les arbres aussi, ils jouaient un rôle sur les légumes. Enfin, tout ça, moi, je n'en sais rien. Mais donc, voilà, cette idée de se dire, finalement, à quoi ça sert de planter des arbres? Et je te passe la parole sous cet arbre majestueux pour peut-être répondre à cette question. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Super. Ouais, je vais essayer de répondre à cette question. Alors, pendant qu'il y a la technique qui branche l'ordinateur, je vais en profiter pour vous dire que la reine Claude, en réalité, c'est quelque chose qui n'existe pas. Tout comme la prune, en réalité, c'est quelque chose qui n'existe pas, puisqu'il y a plusieurs variétés de reine Claude. Et la question que vous allez peut-être amener à vous poser, c'est est-ce qu'il existe une reine Claude véritable de Pézenas qui aurait réellement poussé à Pézenas et qui serait différente des reines Claude vertes ou des reines Claude dorées qu'on peut connaître? Voilà. Un élément de réponse peut-être. Nous aujourd'hui, les reines Claude vertes et les reines Claude dorées, c'est des variétés qui sont très bien identifiées. On peut récupérer, si vous avez identifié des arbres, des individus, une poudre de l'année pour l'envoyer dans un laboratoire. Et on vous dira si cette variété-là est de la reine Claude verte et de la reine Claude dorée, qui est très connue et très identifiée sur le territoire français, ou si c'est quelque chose qui peut être endémique et original à la ville de Pézenas. Allez. Donc un petit quart d'heure. Ça marche. Je vais essayer de faire vite. Alors, nous on est la pépinière Pierre et Lily. Ce que nous faisons, c'est de greffer et de multiplier des variétés anciennes de fruitiers pour les vendre sous forme de sions, c'est-à-dire de jeunes arbres qui ont 1 an de pousse, racines à nu, pour que les gens puissent les planter chez eux et profiter de ces variétés anciennes de fruits. Alors, j'ai mis cette petite slide. Qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. C'est un proverbe africain. En réalité, c'est un proverbe béninois. Mon papa est né au Bénin. Et en fait, lui, ce qu'il me raconte du Bénin, c'est qu'il y a vu énormément d'entraide, énormément de solidarité, énormément de projets comme ça qui pouvaient émerger avec du système un petit peu débrouille. Et ça m'a beaucoup fait penser à vous quand j'ai échangé avec Franck. Alors, je voulais vous inviter à découvrir pourquoi ce proverbe africain me parle beaucoup. En fait, pourquoi planter un arbre? Alors, il y a énormément de vertus, je ne pourrais pas vraiment toutes vous les citer, mais celles qui me paraissent les plus importantes aujourd'hui, c'est que en fait, l'arbre va pouvoir stocker le carbone qui se trouve dans l'air. C'est-à-dire qu'il récupère le carbone du CO2 et il libère l'oxygène, O2, et il garde le carbone à l'intérieur de sa charpente, de son tronc, et va pouvoir le redistribuer dans le sol, le piéger de nouveau dans le sol. Et dans nos contextes climatiques, c'est vraiment précieux. C'est un réservoir de biodiversité incroyable, ça purifie l'eau, et surtout, en fait, ça c'est une information qui n'est pas trop divulguée et je pense qu'elle mériterait d'être davantage connue. En réalité, sur les continents, 80% des pluies sont dues à la transpiration des végétaux et non pas à l'évaporation des océans. Et en fait, les arbres, eux, ils ont la capacité incroyable d'aller puiser de l'eau très très en profondeur, proche des nappes phréatiques, et de l'évaporer avec leur feuillage pour le refaire tomber sur tous les autres végétaux qui fonctionnent avec des systèmes racinaires beaucoup plus proches de la surface. Et après les quelques années de sécheresse que nous avons vécues ici, je pense que c'est précieux d'en parler. Alors ça, n'importe quel arbre peut le faire, mais maintenant, pourquoi planter des fruitiers plutôt? Nous avons assisté avec Alison à la conférence d'un ingénieur agronome et docteur en éthologie qui s'appelle Pablo Servigne, qui a fait une conférence à l'université d'agriculture de Montpellier et qui parle d'un avenir sans pétrole. En fait, globalement, aujourd'hui, toute notre agriculture, tous nos systèmes alimentaires sont très dépendants des énergies fossiles et notamment du pétrole. Ce que vous voyez là, c'est la chaîne alimentaire. Donc on va du champ avec des tracteurs, les camions qui transportent la nourriture, les plateformes qui permettent de créer des barquettes, ce genre de choses-là. Ensuite encore des camions jusqu'à des plateformes de déploiement, et puis les voitures des particuliers qui vont jusqu'au magasin, puis les camions poubelles qui vont jusqu'aux décharges. Et globalement, tout notre système alimentaire en fait est complètement dépendant
du pétrole. Et là, on peut voir que, en fait, quand une ressource est limitée, donc le pétrole, en fait, il faut des millions d'années pour qu'il se forme, on ne peut pas en consommer de manière constamment croissante. En fait, depuis à peu près 2008, on a atteint le pic d'extraction de pétrole, et depuis, notre production mondiale décline d'année en année. Là, vous pouvez voir que la demande mondiale, elle, continue son exponentielle. Avec les pays émergents, on a de plus en plus de besoin de pétrole, et on est capable d'en produire de moins en moins. Et il est enfoui de plus en plus profondément, donc on dépense de plus en plus de pétrole pour aller en extraire de moins en moins. L'Agence mondiale de l'énergie publiée en 2018, la production de pétrole conventionnel a atteint son maximum en 2008 et a ensuite décliné depuis de 2,5 millions de barils par jour. Ça, c'est un graphique qui montre l'indice du prix des aliments et le prix du pétrole brut, et on voit que ces deux courbes sont très très fortement corrélées. Et d'ailleurs, les grosses modulations que vous voyez, ce sont les crises du pétrole qui ont donné lieu à quelques émeutes de la faim. Ça, c'est un graphique qui vous montre la consommation d'énergie mondiale en 2016. Donc vous voyez qu'un gros 80% de l'énergie, ce sont de l'énergie fossile, charbon, gaz et charbon, gaz et pétrole. Et en fait, les trois courbes au-dessus, c'est celles qu'on vous explique qui vont remplacer tout le reste prochainement. Donc le nucléaire, l'énergie renouvelable et hydroélectrique. Et du coup, ce serait un chantier vraiment colossal pour remplacer la consommation de ces énergies fossiles par des fermes solaires et éoliennes. Il faudrait produire 15 fois plus de béton, 90 fois plus d'aluminium, 50 fois plus de fer, de cuivre, de verre, etc. Et est-ce que c'est vraiment réaliste ça? Eh ben, en fait, pas trop, parce que vous voyez qu'en fait, il y a d'autres limites. Il n'y a pas que le pétrole qui est limité. C'est-à-dire que le lithium, l'argent, le palladium, le zinc, etc., eh ben, au rythme actuel d'extraction, dans les réserves qu'on a trouvées et qui sont prouvées, eh ben, en fait, il nous reste que quelques années. Et vous voyez que, par exemple, sans zinc, on n'est plus capable de produire des tracteurs. Sans palladium, on n'est plus capable de construire des voitures, des camions, ce genre de choses, des ordinateurs. Donc voilà. Tout ça est très compliqué. Et ça nous a amené à voir avec Alison une équation qu'on n'avait pas du tout envie de voir, qui est pas super chouette, mais qui est pourtant assez facile. En fait, tous nos systèmes alimentaires sont dépendants du pétrole ou d'une alternative, et c'est pour bientôt la fin du pétrole, et les alternatives que nous connaissons aujourd'hui et qu'on nous propose aujourd'hui sont manifestement un petit peu farfelues. Donc c'est pour bientôt la fin de nos systèmes alimentaires, tout simplement. Alors, du coup, des fois... Des fois, c'est pas trop facile de trouver la motivation d'aller bosser. Et nous, avec Alison, finalement, on s'est dit que c'était vraiment une bonne idée de faire une pépinière et de proposer à un maximum de personnes d'avoir des fruitiers à planter chez eux. Ça nous a semblé être une évidence. Donc, du coup, voilà, on a trouvé la motivation assez facilement, quoi. Alors, on s'est posé cette question, comment est-ce qu'on peut nourrir l'Europe sans pétrole, c'est-à-dire des millions de personnes, sans camions, sans tracteurs, sans toutes ces choses-là. Et en fait, c'est un vrai challenge. Et la première chose qui nous est venue à l'idée, c'est que en fait, tout le monde doit s'y mettre, tout le monde doit faire sa part là-dedans, tout le monde doit s'impliquer dans cette transition-là. Et le modèle qui nous paraît être le plus productif et le plus viable, c'est un modèle où on arrête d'aller contre la nature en utilisant des énergies, des tracteurs, etc. Mais où on essaie d'observer la nature, de comprendre comment elle fonctionne et de faire un mouvement pour aller dans son sens et de profiter de sa force et de son énergie. Et ce qui nous semble être aujourd'hui le plus pertinent, c'est la forêt comestible, le jardin-forêt, c'est-à-dire l'association entre la production de légumes, la production de fruits, l'arbre, remettre le carbone au cœur du système et produire des sols vivants, résilients et fertiles. Pour avancer dans ces sujets-là, ce qui nous a le plus permis d'avancer et de cheminer vers ces sols résilients, productifs, avec des grosses récoltes et peu d'énergie investie en travail pour y parvenir, c'est le réseau Maraîchage sur sol vivant. C'est un réseau associatif de professionnels maraîchers qui sont très très investis dans cette transition et que nous avons rejoint. Et du coup, pourquoi nous sommes là? Parce qu'en fait, avec Alison, ça nous tient vraiment à cœur de soutenir des initiatives. C'est toujours un plaisir de rencontrer des gens qui sont un peu engagés vers une transition écologique, qui ont envie d'être éclairés sur ces sujets-là et de devenir des acteurs, et surtout
malgré les craintes et la peur que ces sujets peuvent inspirer, qui essayent de faire ça collectivement, avec le cœur. Voilà, nous on a très envie de pouvoir soutenir et aider ces collectifs-là et ces gens-là. Alors, du coup, comme j'ai assez peu de temps, je vais vous dire assez rapidement ce que je peux faire, moi, pour vous accompagner dans votre projet. Bah, déjà, je peux vous expliquer comment les arbres fruitiers, on peut les multiplier, les enjeux de pollinisation croisée, et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas partir du semis, à quoi ça sert la greffe, enfin voilà un petit peu tous ces sujets-là. Est-ce qu'on peut se fier à un drageon ou pas, est-ce que la variété est endémique ou pas, ou est-ce que c'est une variété, voilà. On a accès à des connaissances, à des institutions pour vous accompagner sur tous ces sujets-là. On peut produire des designs d'implantation parce que, en fait, moi, ce qui me fait un petit peu peur quand j'entends que vous voulez planter énormément de Reine-Claude de Pézenas, c'est qu'on puisse revenir dans ces schémas de monoculture, monoespèce, où les ravageurs et les maladies finissent par s'éclater, et en fait on finit par avoir besoin de nouveau de faire des traitements et ce genre de choses. Alors que si on met plusieurs variétés, plusieurs espèces, même des variétés et des espèces qui ne sont pas du tout fruitières dans un même système, eh ben, en fait on arrive à créer une diversité. Et cette diversité fait qu'on peut se passer de traitement, on peut se passer de mécanisation et toutes ces choses-là. Donc je serais heureux aussi de vous accompagner sur ces designs d'implantation. Vous accompagner, vous conseiller pour les plantations si vous passez à l'action, parce que en fait les jeunes fruitiers sont très concurrencés par les graminées, sont très concurrencés par les adventices. Et les 2-3 premières années de notre plantation vont être déterminantes pour la réussite de cette plantation et la grandeur, la beauté de l'arbre que vous allez obtenir à la fin et sa productivité. On est capable de vous produire des arbres qui seront prêts à être replantés si vous nous donnez un pied mère que vous voulez multiplier. Nous, on se charge de trouver les porte-greffes, de les greffer, de les élever pendant 1 an, et puis de vous les amener avec une réserve d'énergie suffisamment conséquente pour qu'ils puissent repartir dans de bonnes conditions, qu'ils soient vraiment prêts à être implantés chez vous. Et puis on propose des formations sur les mécanismes de fertilité des sols vivants, comment est-ce qu'on peut piloter une production sur des sols vivants en tant que professionnel pour avoir des résultats vraiment conséquents. Et puis toutes les techniques de greffe, comment est-ce qu'on peut greffer les arbres, voilà, comment ça fonctionne la greffe, quelle technique de greffe à quel moment, quelle technique de greffe en fonction de quelle espèce de fruitier, etc. etc. Ben, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, et puis je reste à disposition pour les gens qui auraient des questions ou qui souhaiteraient approfondir des sujets, parce que j'ai été obligé en 15 minutes de passer très rapidement sur toutes ces choses-là. Merci beaucoup. Merci Pierre. Merci Pierre, merci d'avoir tenu le timing, c'est magnifique. Oui. Pierre et Lily, bien sûr. Alors Pierre et Lily, en plus c'est le nom c'est la marque, hein, donc Pierre et Lily, visiblement ils sont indissociables. Merci à vous deux. Est-ce qu'il y a des questions peut-être Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que on a encore un peu de temps? Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on a l'impression que tout ça c'est très technique, hein, cette affaire. Hein. Est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce qu'on est fou? Oui. Je pense que la folie, c'est surtout quelque chose de très intéressant, mais en étant bien accompagné, ça devrait bien se passer. Ouais. Bon, merci beaucoup. Cette histoire de refaire naître... Oui. Ah, pardon. Moi, je voulais juste savoir quel type d'accompagnement vous proposez. Moi, j'ai pas besoin d'apprendre à greffer, j'ai pas besoin de tout ça, mais j'ai une exploitation et j'aimerais savoir comment vous accompagnez pour des arbres. Bah, en fait, quand je parle d'accompagnement à la plantation, il s'agit d'aller voir les parcelles où ils vont être implantés, de voir quelle est la granulométrie du sol, voir quel est le pH du sol, voir l'historique de la parcelle. Est-ce que c'est un sol vivant? Est-ce que c'est un sol mort parce qu'il a été travaillé? Est-ce que c'est un sol mort parce qu'il a souffert de sécheresse? Est-ce que c'est un sol qui est extrêmement fertile, vivant, avec une prairie qui, je sais pas moi, pousse à 1,50 m au mois de mai, fin mai? Et en fonction de cet historique-là, moi je vous ferai des recommandations sur les méthodes, les techniques de plantation. Je vous proposerai des solutions aussi pour gérer l'enherbement, limiter la pousse des adventices au pied des arbres fruitiers, et puis aussi peut-être sur les stratégies d'irrigation en fonction de la granulométrie du sol, son taux de matière organique, enfin voilà, un petit peu tous ces sujets-là, pour qu'il puisse y avoir un beau départ de l'arbre, et puis que assez rapidement, au bout de quelques années, devienne productif et très autonome. Même quand on est déjà dans la philosophie que vous proposiez, c'est-à-dire qu'on n'a pas de tracteur, qu'on n'a pas de tout ça. Eh ben, en fait, vous avez peut-être pas de tracteur et tout ça.
Mais il peut y avoir quand même des sols qui peuvent être abîmés par le contexte pédoclimatique. Ah oui, non, mais ça, s'ils ont été abîmés, c'est sûr. Voilà. Et du coup, hein, Vous êtes implanté où? à Prémian. À Prémian, à côté de Saint-Pons-de-Thomières, en bordure de Jor, sur des terres alluvionnaires, qui elles pour le coup sont vraiment très fertiles. L'historique de la parcelle, avant c'était un maraîcher qui était en TCS, technique culturelle simplifiée, sur du maraîchage en nature et progrès, avec des apports très conséquents de matière organique carbonée, et on est sur une prairie limono-sableuse qui a plus de 5% de matière organique, qui elle pour le coup pousse à 1,80 m fin mai, quoi. Voilà. Sachant qu'on essaiera de vous donner toutes les coordonnées, bien sûr, de Pierre et Lily, mais on peut vous trouver facilement, hein, pépinière Pierre et Lily. Voilà, ça rime et c'est joli, donc on les trouve facilement sur Internet. Hein. Mais en plus, on a leurs coordonnées. Ah, en plus, on a leurs coordonnées, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et en plus, il y a même des cartes. Alors là, on est complètement. C'est clair. Si vous voulez consulter le guide du maraîchage sur sol vivant, C'est dingue. Enfin, c'est dingue. Franchement, cette affaire, c'est dingue. vous pouvez le télécharger gratuitement sur Internet au format PDF. Bon, donc là, merci Pierre et Lily pour cette. Donc, on se dit que finalement, c'est peut-être pas complètement fou. On pourrait peut-être être capable de faire ça. La question que moi, on a commencé à se poser parce qu'il y a un petit groupe de gens qui ont commencé à dire, ouais, on va réfléchir. C'est de se dire, oui, mais est-ce qu'on n'est pas un peu rêveur? Parce que de produire, ça va, mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Je veux dire, on va les manger, mais est-ce qu'il y aurait éventuellement un marché? Quelque chose qui puisse faire en sorte que toute la chaîne soit mise en place. Donc là, j'ai demandé à quelqu'un, c'est Michel Vicent, qui connaît pas mal ce genre de choses, et il va vous donner quelques éléments de réflexion sur ce sujet. Est-ce que, oui ou non, si on avait demain 100 kilos de prunes, est-ce qu'on pourrait les vendre et les manger? Bonjour. Alors, moi j'ai pas de carte de visite, bien sûr. C'est pas gênant. On n'a pas de pétrole non plus à Pézenas, mais on a quelques idées. Voilà. Non, simplement, j'ai travaillé donc sur Pézenas chez un grossiste qui commercialisait des fruits et légumes locaux, mais également de la prune Reine Claude. C'est pour ça que Franck m'a demandé de travailler un peu dessus et d'essayer d'intervenir. Alors, intervenir sur la Reine Claude, sans parler un peu de ce qui se passait quand elle a été produite au début du siècle dernier, je pense que je ne peux pas faire l'impasse. Donc, j'ai pris quelques notes pour ne rien oublier, mais tout d'abord un peu d'histoire. 1920, 1945, c'est la période où on commercialise pas mal de Reine Claude sur Pézenas. C'est un revenu conséquent pour les producteurs. On parle de dot même pour les familles. On commercialise comment? Eh bien, on ramasse la prune Reine Claude, on construit des palettes. Alors là, on n'a pas suffisamment de précision, mais on amène tout ça à la gare du Midi à Pézenas et ça part en train via le marché de Rungis. Voilà, qui est un marché national, qui l'est toujours, mais qui est un bon point de repère à l'époque. Donc, 1900-1954, dans des départs réguliers de 1 à 2 wagons. Hein. 1 à 2 wagons. Je ne sais pas comment étaient les wagons à l'époque, mais je peux vous assurer que ça fait des volumes. Quand même. Donc, quand on imagine un arbre au bout d'une rangée se maraîcher, à mon avis, il y avait plus que ça, donc, parce qu'il fallait remplir 1 à 2 wagons. Dans des départs réguliers de 1 à 2 wagons depuis la gare du Midi. Les derniers envois que j'ai connus, pas en 40 et 45 parce que j'étais pas né, mais il y a eu un trou après dans la production et j'ai eu la chance de commercialiser, je vais dire, les dernières prunes Reine Claude de Pézenas, prunes véritables Reine Claude de Pézenas, bien sûr, issues d'une production d'un producteur local. C'était pas son métier premier puisqu'il est employé de mairie à Pézenas. C'est Édouard Blanchet, certains le connaissent ici. Et donc, Édouard produisait dans l'étang à Pézenas, je le dis l'étang, il avait arraché une vigne, il avait planté des pruniers, alors de la prune rouge friard, grosse prune rouge 55 mm, et de la prune Reine Claude, mais quand on parle de prune Reine Claude avec Édouard Blanchet, de suite il se jette sur eux, il dit attention, véritable Reine Claude de Pézenas, pas la fausse, la prune Reine Claude de Bavé. Voilà. Donc, on parle avec Édouard, les contraintes, tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Bien sûr, on sait que la production est capricieuse, on peut très bien avoir une année très productive et l'année suivante avec très peu de Reine Claude. Donc ça posait problème. Mais
En conclusion, donc je reprends là les propos d'Édouard Blanchet, on a fait du pognon avec la prunerie de Claude. Voilà. Donc quand on parle de commercialisation, quand on entend des producteurs là, en 90, c'est pas si vieux. Ce sont des choses qu'on pourrait remettre au goût du jour. Donc rappelez peut-être que la cueillette se fait vers le 20 juillet, elle dure 3 semaines. On est en dehors évidemment des périodes scolaires, là où pour avoir un potentiel pour mettre dans les assiettes de nos enfants ce fruit fabuleux, mais on les a pas, mais on a des touristes quand même pour pouvoir les couler. Donc, quel intérêt en 2024 pour la prunerie Reine Claude sur Pézenas? Bon, premier intérêt, et non des moindres, c'est éviter la disparition à Pézenas de cette variété emblématique, par un essaimage le plus large possible dans les jardins familiaux. Ce dont on parlait tout à l'heure, on a la chance d'avoir une personne qui va pouvoir nous fournir ce qui nous manque aujourd'hui, c'est-à-dire l'arbre en dehors des rajons qui poussent ça et là sur Pézenas. Donc les gens dans les jardins familiaux qui auront envie de voir pousser une prune Reine Claude, donc la plus proche possible, voir la véritable Reine Claude de Pézenas, disons, on a la chance de pouvoir se fournir chez quelqu'un qui vous a présenté son exploitation. Donc premier intérêt, c'est éviter la disparition. Deuxième intérêt, c'est relever le défi d'une commercialisation, je dis à plus grande échelle, mais on ne va pas affoler non plus, hein, quand je parle de plus grande échelle. Il y a des gens qui ont les poils qui s'hérissent, mais on va parler d'une échelle normale sur Pézenas. Donc, à plus grande échelle, pour créer un revenu supplémentaire, et non des moindres, à forte valeur ajoutée, parce que dès lors que l'on a un produit catégorie 1, voire haut de gamme, on a des marges assez intéressantes au niveau de la commercialisation. Donc, relever le défi avec des jardiniers professionnels, et à la clé aussi, créer une ressource pour eux et créer de l'emploi. Parce que le but aujourd'hui, c'est de prouver sur le Picénois qu'on peut aussi créer de l'emploi dans l'agriculture. Jardins familiaux, jardins professionnels, appui des techniciens de la Chambre d'agriculture et des services dédiés de l'agglo Hérault-Méditerranée, qui est un service agriculture qui fonctionne très bien, sur lequel on peut s'appuyer. Le marché, quel qu'il soit, répond à la loi de l'offre et de la demande. Ça, je vous ai rien appris. L'offre, on n'en a pas encore, mais la demande est liée de plus en plus pour des produits locaux. Voilà, ça c'est important, local, rien que du local. Donc ça, c'est le discours tenu par les consommateurs, mais c'est aussi le discours tenu par les élus, que ce soit en mairie, que ce soit en agglo, dans le département ou la région qui pousse énormément pour qu'elle devienne la première région de production en bio, elle est déjà, mais pourquoi pas la prunerie de Claude aussi, parce qu'il y a des gens, le premier territoire de production de prunerie de Claude en Occitanie, c'est le Tarn-et-Garonne. Aujourd'hui, dans le 82, ils sont capables de faire de la prune Reine Claude bio et conventionnelle, voilà, en label rouge. Donc ça, c'est pas le but espéré, mais je veux dire, il faut tendre vers là. Aujourd'hui, il y a un marché pour la catégorie 2, on parle de gastronomie, on parle de conserve, pourquoi pas. Celui-là, je ne l'ai pas exploré, mais il y a un marché pour la catégorie 1 et la catégorie extra. La catégorie 1, on peut très bien l'imaginer sur les marchés de plein vent chez nous. Et quand on parle de la période de production du 20 juillet au 15 août, on sait qu'il y a pléthore de touristes chez nous. Les marchés de plein vent, qui sont ceux du Cap d'Agde, de Sète, de Pézenas, évidemment, ce sont des marchés très porteurs, où là, on a des jardiniers locaux qui savent bien présenter nos produits et les mettre en valeur. Je pense en particulier à la Griffoule, à Pagès, au jardin de Pézenas. Donc ce sont des gens qui ont pignon sur rue aujourd'hui et qui seraient capables donc de commercialiser et de faire reconnaître aussi notre prune. Puis après, il y a les jardiniers professionnels aussi qui ont envie de rester et de la proposer chez eux. C'est le cas de Delphine aujourd'hui. Donc en tout cas, voilà quelle est la cible peut-être pour commercialiser la prune Reine Claude. Donc, plusieurs marchés pour la commercialisation. Il y a aussi le marché des grossistes qui n'est pas sous-estimé, puisqu'avant, nos haïtiens l'ont fait, de 1920 à 1945, ils amenaient quand même leurs produits, c'était assez gonflé, quoi. À la gare du Midi, via le marché de Rungis, c'est pas rien, quoi. On était dans une région fortement viticole, même si on avait un bassin maraîcher très important à Pézenas. Là, on envoie des palettes à Rungis sans savoir si on va être payé, comment on va être payé, parce que les rois à Rungis, ils l'étaient avant, ils le sont encore aujourd'hui. Quand vous envoyez un produit, pourvu qu'ils ne trouvent pas leur goût, ils vous flinguent derrière le prix. Alors, je veux dire, ils ont gagné de l'argent, malgré tout cela, en travaillant surtout un produit de haute qualité. C'est ce qui a fait la renommée de Pézenas, puisque la prune Reine Claude, telle qu'on la voit aujourd'hui dans les étals, il n'y a pas la queue. Là, hier,
il est commercialisé, il cueillait avec la queue, avec des gants pour pas lever la fleur dessus. Je veux dire, c'est un travail cousu humain, quoi. Cousu humain. Et j'imagine qu'avec la main d'œuvre qui était appropriée, on arrivait quand même à faire des marges et à gagner de l'argent. Donc, c'est pas impossible qu'on retrouve les mêmes marchés aujourd'hui. Et je veux parler en priorité des marchés à forte valeur ajoutée. Bon, il y a Rungis, mais il y a aussi le marché international de Nantes, un marché tout neuf là, qui vient de se créer à Rézé il y a 3 ou 4 ans. Il y a le marché de Lyon qui est très porteur pour nous, où là le pourtour lyonnais est très demandeur de produits de qualité, avec un pouvoir d'achat, on peut l'imaginer, beaucoup plus élevé que chez nous. Il y a aussi la Côte d'Azur, Menton, Cannes-Menton et Monaco. Je dis ça pourquoi? Parce que à Pézenas, dans les années 90, chez Battle, donc le grossiste qui commercialisait la prune Reine Claude, on avait réussi de commercialiser l'asperge de Pézenas, l'asperge verte dite de Pézenas, et donc c'est adressé, la cible c'était ces marchés-là, Côte d'Azur, et dans les hôtels comme Negresco, on trouvait l'asperge verte de Pézenas. Donc je vous dis pas le prix qu'on vendait, je vous dis pas les revenus qu'on arrivait, avec la marge du grossiste au milieu, les revenus qu'on arrivait à donner aux producteurs. Donc c'est un produit qui est arrivé au mois d'avril, mars-avril, mai, à quelques mois des vendages derrière, où il y avait une forte main d'œuvre qui était employée avant, donc c'était un revenu très intéressant. Donc pourquoi pas, avec la prune Reine Claude, même s'il y a des machines vendagées, je crois que ça ferait plaisir aux viticulteurs aujourd'hui qui traversent une crise sans précédent, où on pourrait proposer donc de sortir de nos monocultures pour planter pour travailler sur le maraîchage peut-être, mais en tout cas pour ceux qui nous intéressent, planter des pruniers. J'en veux pour preuve que, parce qu'il y a une crise viticole aujourd'hui, il y a des viticulteurs qui se remettent en question, et sur le Pouget, à côté de Val-des-Mers ici, les gens connaissent, il y a des viticulteurs qui se sont pris en main. C'est une poignée de viticulteurs qui ont racheté des locaux avec des frigos, un camion, et ils se sont remis à faire du raisin de table qui était, avec la prune aussi, au milieu du siècle dernier, un des produits porteurs, le raisin de table de Clermont-Lérault. Il y avait le chemin de fer qui arrivait à Clermont-Lérault, donc il y avait un marché très 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 important. Voilà, qui avait été créé pour. Donc ces gens-là, eh bien, depuis l'année dernière, ils se sont mis à refaire du raisin de table. L'année dernière, ils en ont commercialisé 100 tonnes, ça a marché. Cette année, si la récolte est bonne, ils seront bien en deçà. Mais pourquoi dessus, pardon, mais pourquoi? Parce que tout simplement, on a besoin de répondre à des produits qui plaisent. Le raisin de table arrive, lui, par contre, il a l'avantage d'arriver plutôt fin août. Et là, il intéresse d'autres marchés, puisqu'ils ont des méthodes de conservation qui arrivent jusqu'à fin novembre. Mais voilà, quand on a plus de Reine Claude, il y a la passe et il y a le potentiel pour en proposer dès lors, je dis qu'on axe le cahier des charges sur un produit de qualité, entouré de gens compétents qui aident à la production, à la culture de cet arbre emblématique. Voilà. Et enfin, donc, moi je terminerai sur... on va pas parler non plus de la situation de Pézenas géographiquement, qui est au nœud de 2 autoroutes, la 9 et la 75, qui nous permet aujourd'hui, avec des moyens de transport que l'on connaît, malheureusement c'est le camion, d'aller très rapidement sur un point et un autre de l'Hexagone. On peut aussi utiliser, tant qu'il est en route, et je crains que ça ne dure pas longtemps, mais le train primeur qui part de Perpignan et qui va tous les jours, lui, pour le coup, à Rungis, alimenter donc le marché de Rungis. Mais le mot de la fin pour moi, c'est sur la commercialisation de la prune Reine Claude, c'est de dire en agriculture, et ça c'est prouvé de quoi pour tous les gens qui ont travaillé en agriculture, un produit qui se vend bien, c'est un produit qui a une histoire à raconter. Et la prune Reine Claude véritable de Pézenas en a une histoire qui a commencé au début du siècle dernier et qui n'est pas près de s'arrêter. Merci. Merci Michel. Voilà, écoutez, je vais mettre le deuxième micro en route parce que là, on va essayer de discuter ensemble. Donc, ce qu'on a compris, c'est que techniquement, on va se rapprocher là pour essayer de discuter ensemble. On se dit que techniquement, il n'y a pas de blocage. Il y a même des gens qui seraient capables de nous accompagner avec beaucoup de technicité. Pour l'amour, empêcher pandémie, arrêtez. Là, vous allez perdre votre temps.
les pruniers de Pézenas, on le sait, ici il y a des spécialistes, il y a Madame Baudière, son mari était quelqu'un aussi qui était amoureux de cet arbre, il en a fait un livre, et il y a des choses comme ça qui nous a pris au tripes. Alain en était un. Et on a fait plein de choses. Moi, depuis 86, quand je suis tombé là-dedans, tous les jours que je suis avec lui, cette année, j'ai eu des pucerons, nous avons envahi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne traite pas avec des produits systémiques. Et je fais en sorte, soit j'arrose mes trucs pour tomber les pucerons, je mets de l'eau savonneuse, je mets des trucs comme ça, mais quand on a des gros arbres, c'est très difficile. C'est très difficile de les entretenir. Donc j'y suis arrivé. Donc, et en même temps, il y a une anecdote d'un jardinier qui m'avait dit, vous savez, M. Ballesteros, le prunier, pour les jardiniers, c'est un fruitier que l'on plante pour ses héritiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai eu en 86 déjà des trucs qui ont poussé, je mange des fruits aujourd'hui. Vous voyez? C'est-à-dire que normalement, 6, 7 ans, c'est le minimum pour une production juste de manger, une consommation personnelle, quoi. Donc, je veux, aujourd'hui, c'est vrai ça peut être une culture qui puisse aller au-delà, mais s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas du quotidien, le prunier, il ne sera. Voilà. Merci Jean-Michel, parce que je pense que c'est quelque chose qui est vécu dans ce que tu dis. Tu ramènes une dimension, parce que c'est vrai qu'il y a le côté voilà, il y a l'agriculture végétale, il y a le côté commercial, il y a le côté patrimonial, mais ce que tu es en train de dire, c'est que cette aventure, elle est humaine. C'est plutôt culturel, tu parlais. Ouais. Pour moi, aujourd'hui, la prune de Pézenas doit être culturelle, c'est un patrimoine. On a plein de choses à Pézenas. Tu parlais de l'asperge, il y a la violette, l'aubergine et la violette, je veux dire, qui est là. Et je suis sûr qu'on a des trésors. Bien sûr, mais quand tu parlais d'amour, effectivement, moi ça me parle aussi, et effectivement, je pense que ce soit pour la culture du prunier ou pour d'autres choses, c'est vrai qu'on ne fait pas grand-chose sans amour. Et là, je te rejoins. Je vais juste donner la parole à Pierre, et ensuite on aura la parole à quelqu'un qui est important ici, c'est Delphine, la maraîchère, ou l'une des maraîchères sur sol vivant, et là peut-être que ça va parler à Pierre, maraîchère sur sol vivant de Pézenas. Ouais, simplement pour dire que moi je suis... alors je vais peut-être le dire avec moins de poésie, mais je suis très d'accord avec tout ce qui a été dit. Les arbres fruitiers, tous les arbres fruitiers en fait sont des arbres qui ont besoin de recevoir beaucoup de soins pour pouvoir fructifier correctement. Ce sont des cultures effectivement qu'on implante aujourd'hui et qui produiront demain. Plus ou moins rapidement en fonction du soin vraiment qu'on apporte. Mais c'est sûr que les pruniers, les pommiers, les poiriers, quand on parle de porte-greffes francs, donc d'arbres de vrai fort développement, ce sont des arbres qui mettent plusieurs années à produire. Et donc effectivement c'est un investissement en temps, en énergie qui se vit dans le temps. Voilà, donc c'est important de le rappeler, c'est vrai que moi je l'avais pas du tout précisé. Et puis ça me paraissait aussi important de rebondir sur ce qui a été dit sur le sujet de l'eau. C'est vrai que l'eau c'est un sujet, mais je tiens à vous rappeler quand même ce que j'ai exprimé dans ma présentation, c'est-à-dire que plus vous allez planter d'arbres, plus vous allez planter d'arbres à fort développement, c'est-à-dire pas des arbres nains comme on fait aujourd'hui, des pommiers greffés sur des pajames ou des EM27, enfin je vous parle probablement chinois, mais en gros c'est des pommiers qui font 1,50 m de haut, qu'on attache sur des cordons parce que si un coup de vent il tombe, et puis qu'on arrose au goutte à goutte parce que si on arrête il meurt. Voilà, si vous plantez des vrais arbres, vous allez encourager la pluviométrie dans la région de nouveau, parce qu'ils vont de nouveau réussir à aller chercher l'eau en profondeur pour la transpirer, et qu'elle va recommencer à pleuvoir régulièrement en surface. Et quand on travaille sur des sols vivants, comme Delphine et moi, en réalité la fertilité des sols, c'est l'activité biologique qui nous la fournit. Et cette activité biologique, en fait, quand les sols sont secs, elle se met totalement à l'arrêt et il y a juste plus rien du tout qui pousse. Donc si vous voulez vous passer des labours et bosser sur des sols vivants, il va falloir aller chercher de l'humidité. Et il faudra déployer des stratégies pour faire ça. Et malheureusement, c'est pas des chantiers qui peuvent se faire en quelques jours. C'est même encore au plus long terme que des productions de fruits, quoi. Merci beaucoup. Alors moi je voulais rebondir un peu sur tout ce qui s'était dit. Alors le fruitier, oui, il est important. La semence en général est importante.
Moi j'ai commencé il y a 2 ans. Alors on a un peu parlé de l'aubergine Violette de Pézenas qui avait disparu. Et voilà, moi, je m'aperçois quelque chose, c'est que moi j'ai 45 ans, j'ai toujours vécu à Pézenas, mais pour moi la reine Claude aussi, c'est une grande inconnue. Les personnes qui sont présentes là et qui l'ont connue, elles ne sont pas éternelles, c'est dommage. Mais en fait, il nous manque la transition. Et pour le futur et pour pas que cet arbre et ces semences disparaissent, il nous faut vraiment la transition. Et c'est à nous, je pense, les nouveaux agriculteurs à faire tout ça et puis de vraiment travailler sur l'éducation des enfants. Voilà, donc je voulais déjà leur remercier d'être là et puis d'avoir partagé un peu de leur histoire avec la Reine Claude. Voilà. Bonjour. Alors, merci pour ce moment déjà, parce que je trouve ça extraordinaire là, ce qui se passe. Moi, j'ai un terrain, j'ai des fruitiers, donc là, cette année, j'ai planté un noyau d'abricots, j'ai 70 fruits, voilà, avec du broyat, peu d'eau, donc les choses fonctionnent, et c'est très très réjouissant. Et je voulais donner 2 chiffres parce que je me renseigne pas mal donc, avec l'association Les Greniers d'Abondance. Sur notre agglo, les terres agricoles ne produisent que 7% d'alimentation pour les habitants. Donc, et c'est un chiffre haut. Donc en fait, pour répondre à la question que tu avais posée, Franck, on a un enjeu réel de produire notre nourriture, quoi. Voilà. Et par ailleurs, donc c'est un chiffre de Raphaël Covici, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup à la restauration de variétés anciennes. Il dit que 80% des variétés ont disparu, donc on est dans une pauvreté de diversité sur notre alimentation. Donc ça fait une autre raison de relancer des filières locales qui existent et c'est merveilleux de l'avoir, quoi. Voilà. Bonjour, je me présente, Karine Zilli. Je suis porteuse avec mon mari d'un projet. On souhaite ouvrir une pépinière et mettre en place une production de plantes aromatiques et médicinales. Et je trouve cet échange formidable parce que il ouvre des horizons qu'on n'aurait peut-être pas imaginés. Moi, je suis passée par le centre de formation, le CFPA, mais de Rodéan. Aujourd'hui, je suis installée sur la commune de Bessan et je suis très contente de cet échange aujourd'hui. Et je m'interroge sur la suite de ce qu'on va faire avec mon mari. Et cette envie, la prune nous a parlé quand on a vu la publication sur Facebook. On s'est dit, tiens, oui, pourquoi pas. Voilà. Donc merci à tout le monde. Et je crois que tout ce qui a été dit, il n'y a pas une raison. Il y a plusieurs raisons, tous individuellement, d'aller chercher ce résultat-là parce qu'il est beau. Voilà. Merci. Est-ce que je peux dire quelque chose? Juste parce que Delphine parlait de transition et Alain, pour lui, le plus important, c'était la transmission. Voilà, lui, ce qu'il voulait, quand il a créé ce petit verger d'une trentaine d'arbres, ce qu'il voulait, c'était transmettre. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait commencé à faire et il voulait continuer par les chrysanthèmes. Chose que, voilà, ça s'est arrêté. Voilà, lui, la production, c'est oui, bien sûr. En vivre, oui, aussi. Plus que familialement, tant mieux. Mais lui, l'important, c'était de transmettre. C'est pour ça que dès que quelqu'un lui parlait de prunier, mais si vous en voulez, il n'y a pas de souci, je vous en donne un pour votre jardin. Il était toujours prêt, et je le suis encore, mais bon, moi, je ne sais pas faire. Voilà, donc c'était ça, c'était la transmission, surtout pour revenir un petit peu, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il y a. Voilà, c'était ce que je pense il aurait voulu. Merci. Juste, Béatrice, tu as dit que tu avais des arbres fruitiers. Où est-ce que tu te situes? Alors, moi, je suis sur la commune de Caux. Alors, je suis pas professionnelle, mais j'ai un petit terrain. J'ai beaucoup de diversité. J'ai mis que des arbres différents pour voir comment ça cohabitait. Qu'est-ce qui marche pas? Ça marche plutôt bien. Voilà, donc moi
effectivement, je suis moi-même dans ma transition. J'ai beaucoup travaillé sur l'agroécologie, mais sur le plan intellectuel. Et j'ai vraiment, voilà, aujourd'hui besoin de mettre les mains dans la terre. Envie de plus de ça. Donc effectivement, pourquoi pas aller moi-même planter des pruniers et autres. Voilà. Enfin, moi, je suis à fond. Bon, mais écoutez, ce que je propose, alors on avait prévu 27 questions. Non, rassurez-vous, non. Je voudrais passer à la deuxième question. Alors le pourquoi, on commence à se voir un peu les choses. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est, allez, quand est-ce qu'on démarre? Est-ce que c'est demain matin? Ou on se donne encore un an pour réfléchir, pour refaire des réunions, peut-être se former, peut-être, etc. Voilà, on voulait avoir votre avis. Est-ce qu'on est fou et on y va? Ou est-ce qu'on se dit, c'est compliqué, il y a des E27, j'ai rien compris, il faut absolument que je me forme. Voilà, quel est votre sentiment là-dedans? Non, c'est Carole. Elle a volé le micro. S'il faut 7 ans pour produire. Oui, alors moi je suis. Alors moi je suis un petit peu folle, voilà. Donc oui, on y va. On y va accompagner. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se fasse aider parce que moi niveau fruitier déjà j'y connais pas trop. Et oui, non, il faut y aller. Je pense qu'il faut arrêter parce que apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y avait eu déjà un mouvement où on a voulu relancer la Reine Claude. Ça s'était arrêté et maintenant non, il faut y aller, il faut avancer. Pour moi, chaque année qu'on perd, en fait, c'est des choses de perdues, des personnes de perdues, et c'est très important de le faire maintenant. On ne peut plus repartir. Non, moi je fais juste une petite réflexion. On a 17 ans, donc je pense qu'il ne faut pas attendre. Il faut se dépêcher. Par contre, restera à résoudre le problème de l'eau, qui reste un problème majeur. Hein. Alors moi je suis dans l'équipe des fous de Delphine. C'est la capitaine. Voilà, donc moi je suis prête à en planter une trentaine sur mon exploitation. Si je suis aussi accompagnée, voilà. Quand je dis une trentaine, c'est comme ça. Hein. Mais je suis à la prochaine Sainte-Catherine, tout à reprenant racine. Voilà, moi ça me plairait beaucoup. L'eau chez moi, il y a l'eau de belles eaux. Mais bon, il y a tout à faire. Hein. Moi, je suis toute seule, je ne suis pas mécanisée ni rien. Donc, voilà, c'est un projet qui s'étudie, mais que j'étudie volontiers. Merci. Moi, j'ai un ami viticulteur que j'avais demandé qu'il vienne là, mais il est pris parce qu'il diversifie. Il avait une vingtaine d'hectares sur la vigne, il n'y croit pas trop. Donc, il a fait la fraise hors sol, pratiquement en bio, et il commercialise. Et c'est lui qui m'a dit je vais me lancer dans la prune. Donc, il en a déjà planté une cinquantaine. Je le suis de près. J'ai trouvé que la plantation était serrée. Mais il m'a dit non, moi je vais la conduire en lyre. Donc il est très professionnel. Il a commandé 150 arbres ou 200 arbres de plus pour l'an prochain. Enfin, il n'est pas sûr de les avoir parce que c'est un confrère à vous là, qui développe ses plans. D'ailleurs, j'ai l'étiquette, c'est écrit prune jaune de Pézenas. Il n'y a pas Reine Claude. Alors justement, voilà, si ça intéresse les gens, je suis avec moi. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il aimerait qu'on développe l'AOP pour préserver la variété, je pense. Voilà, parce qu'on peut avoir des divergences là-dessus. Donc voilà, je dis, il y a des viticulteurs tout près d'ici, à côté du prieuré Saint-Jean de Bévian. Il a déjà, s'il y en a qui veulent venir, parce qu'il est ouvert, il fait voir comment il cultive ses fraises. Voilà. Lui, il a passé le pas, il doit aller plus loin. Il veut aller plus loin, il est capable de... Je crois que c'est un gars qui est travailleur d'ailleurs, qui est capable d'avoir une dizaine d'hectares là-dessus, et qui sait commercialiser. Ces fraises de là, en ce moment, il inonde tous les supermarchés, et tout le monde l'appelle. Parce que c'est bon, c'est sain,
Et moi, je crois que c'est ces gens-là. Et il a par contre le gros problème. Il m'a demandé de trouver du personnel. Pour ramasser les fraises, croyez-moi, c'est dur. Il a trouvé un couple, mais les jeunes se levaient à 6 h du matin. Et c'est très difficile. Et la prune Reine Claude, je sais que j'ai un ami qui a encore des casiers en osier. Ça se ramasse, soi-disant, quand il y a la goutte au bout du fruit. C'était véhiculé dans des cagettes en osier, dans de la soie. Donc c'est très très fragile. Donc le ramassage, à mon avis, ça va être difficile pour le personnel. Parce que les jeunes, ils sont pas des plus vaillants actuellement. Ils sont sur les portables, mais pas sur... Tous les jeunes sont pas pareils. Oui, mais il y a les vieux, donc... Oui, moi je pense que déjà le mouvement de la renaissance de la prune Reine Claude est déjà bien amorcé. Donc s'organiser de façon plus rationnelle, ça me paraît aussi indispensable. Des savoir-faire aussi par rapport à la conduite de cet arbre, c'est très souhaitable aussi. Mais par exemple, ce que j'entends à propos de la conduite en haie du prunier, pour moi c'est une contrainte physiologique qu'on va imposer à l'arbre, et ça me paraît pas très judicieux. Je reste persuadé aussi que, comme le dit d'une certaine façon Jean-Michel, mon voisin, l'association de l'arbre et de l'être humain est très importante, et qu'à Pézenas, ce qu'on devrait commencer par faire, c'est reconquérir les terres maraîchères qui existaient, qui sont souvent à l'abandon, et à partir de ces sols qui ont porté ces arbres, associés à des cultures maraîchères, la renaissance pourrait vraiment se faire à ce niveau-là, commencer par ce niveau-là. Sans compter que l'appui technique aussi, et des compétences de pépiniéristes, de gens qui savent conduire des arbres, notamment le prunier, serait très souhaitable. D'accord. Merci François. Il y avait Jean-Michel et puis... Allez, ok. Non, pour la prune, c'est vrai que la commercialiser, ça peut être une idée, mais pour connaissance, quand on la mange, c'est 2 jours, 3 jours. Alors, on a une histoire qui nous dit que les prunes de Pézenas montaient chez le roi et dans un écrit, un truc comme ça. Je me demande comment elle devait faire pour arriver, parce qu'il n'y avait pas de TGV à ce moment-là. À cheval. Et voilà. Donc c'est pour ça que la prune en elle-même, elle est bonne dans les 2-3 jours. Si vous gardez une prune une semaine, eh ben, après, son goût est fini. C'est-à-dire que, peut-être comme Mme Baudière, parce qu'Alain avait travaillé, son époux avait travaillé avec Claude Alberge, il se disait qu'il y avait une synthèse, qu'il fallait le prunier de Pézenas à 90% et 10% d'un autre prunier. Cet autre prunier, pour arriver à faire la bonne prune de Pézenas. Lequel? L'énigme, elle est là. Alors, il y aurait une synthèse à Pézenas qui aurait été faite par Claude Alberge, où elle est. C'est vrai qu'il y avait un vieux prunier dans le jardin et le grand-père disait ce prunier, il ne faut surtout pas y toucher, il faut le laisser. Il faut vraiment le laisser au milieu des autres. Mais c'est tout ce que j'ai. Oui, voilà. Moi, je sais pas plus. J'ai la même situation. Voilà. Parce que dans le voisin qui a été acheté une maison par un étranger, Il y a le pro qui veut il y avait parler. un beau prunier, il y avait un beau prunier, je peux vous dire qu'en 86, j'ai eu fait 50 pots de confiture. Non, mais c'est... Et après, depuis, j'en ai plus fait. Oui, c'est... Parce qu'il est arrivé, il a filé un coup de tronçonneuse. Il a filé un coup de tronçonneuse. Oui. Quand je l'ai vu, m'a mis, il a tué la récolte. Alors, sans répondre à ce que tu dis, je sais ce que tu dis et je sais qu'il existe un mémoire écrit par Alberge qui explique ça. Et on va bientôt me le donner, malheureusement je ne l'ai pas aujourd'hui. Mais effectivement, ce côté hybridation entre le prunier de Pézenas plus un autre prunier pour faire en sorte que ça fonctionne bien, je connais ce truc. Alors, excusez-moi, on a encore 2 personnes à faire parler, puis après, on fera quelque chose de rigolo.
J'ai pas dit que c'était pas rigolo, ça. Hein. Alors, moi, simplement, je voudrais rebondir, alors, pas sur ce qui vient d'être dit maintenant, mais sur le fait que des viticulteurs cherchent à se diversifier. Là, on est en train de parler d'agriculture. Et il y a quelques personnes ici qui ont été élues aussi, et c'est à eux que je m'adresse aussi, en charge de responsabilité. L'agriculture est un avenir chez nous. Et on parle que le tourisme c'est mieux, mais l'agriculture c'est mieux aussi. On parle de prunes Reine Claude, on parle de personnes qui sont capables de mettre des surfaces assez importantes avec du fruitier et pourquoi pas du maraîchage. Moi, je voudrais simplement dire une chose, et je ne fais pas la promotion, c'est un constat, je suis en charge d'une mission pour la Chambre régionale d'agriculture, je le corne à chaque réunion, et je vais vous le répéter aujourd'hui. D'ici 2028, la présidente de la région veut mettre dans les assiettes de nos enfants 75% des produits issus de produits locaux, bio ou conventionnels. Et pour terminer, j'ajouterai que tous les jours, en période scolaire, dans le département de l'Hérault, c'est 40 000 repas qui sont servis aux enfants. Donc, on ne peut pas imaginer ce que ça peut représenter, et le casse-tête pour les cuistots dans les lycées, dans les collèges, dans les mairies, d'aller chercher ces fameux produits locaux qui n'existent pas. Nous, on a des Rambier, des Angelotti qui se développent de partout, mais des terres vouées à l'agriculture, il y en a de moins en moins. Par exemple, des gens qui cherchent des terres pour faire du melon et qui habitent en Moguio, vu la pression immobilière, ils trouvent ces produits-là sur Serres, Sportirani. Voilà, donc aujourd'hui, on a une pénurie considérable de produits agricoles à offrir à nos enfants, de la crèche à l'EHPAD d'ailleurs, hein, de la crèche à l'EHPAD. Donc je veux dire par là que cette discussion que vous avez sur la prune Reine Claude, même si on sort de la période scolaire, mais il y a du médical derrière qui existe, les hôpitaux fonctionnent toujours, il y a un potentiel énorme. Il y a l'armée, il y a les hôpitaux, il y a les prisons, il y a partout, tous les jours il y a des gens qui consomment et ils ont besoin de nos produits-là qui ne sont pas au rendez-vous. Voilà. Donc c'est un message d'espoir pour les viticulteurs à ne pas oublier. Pierre, 30 secondes. Moi je vais juste rapidement rebondir sur tout ce qui a été dit pour rappeler quand même que, en tout cas pour ce qui est de produire des arbres fruitiers à planter, il y a une notion de temporalité à garder en tête. Les greffes se font soit en hiver, soit au printemps, soit en été. Mais si on fait des greffes en été, en réalité, le bourgeon qu'on vient greffer sur notre arbre ne va se mettre à pousser qu'au printemps suivant. Et donc aujourd'hui, si on me demande de produire des Reine Claude véritables de Pézenas, si tant est qu'on arrive réellement à identifier assez rapidement quel est l'arbre qui produit la véritable Reine Claude de Pézenas, etc., eh bien en fait c'est pas pour cette Sainte Catherine qu'il faudra compter planter les arbres, mais pour la Sainte Catherine suivante. Voilà. Okay. Juste rapidement, moi j'ai eu l'info qu'à Pézenas il y a une légumerie et on m'a dit qu'elle fonctionnait qu'à 10%. Donc voilà, dans l'idée de transformation, on a aussi apparemment des infrastructures locales intéressantes. Bon, pour rebondir sur quand, la question que tu as posée avant, bon, évidemment moi je suis dans le groupe de C'est Maintenant, et puis j'ai aussi un terrain donc je peux accueillir des arbres, et il se trouve qu'il y a une opportunité d'acquérir un terrain sur la vallée du Picénois de 3 hectares. Donc voilà, il y a des choses qui s'ouvrent. Et puis il y a les porte-greffes qu'on peut déjà mettre en route. Justement, voilà, je voudrais dire une dernière chose que j'ai oublié de dire. Alors oui, il faut se mettre en route maintenant par contre, parce que en fait moi c'est maintenant que je vais installer les porte-greffes qui vont être greffés et qui vont permettre de produire des arbres pour fin d'année prochaine. Donc moi, si vous voulez, si aujourd'hui vous voulez que je produise des Reine Claude de Pézenas, il va quand même falloir me donner à assez brève échéance, j'entends avant fin août, une visibilité sur combien de porte-greffes moi il faudrait que j'imagine avoir pour produire la Reine Claude de Pézenas. J'ai cru que tu allais dire fin de semaine, mais bon. Hier soir. Bon, bien sûr, on pourrait discuter comme ça des heures et des heures. Moi, je retiens une chose, c'est que visiblement, il y a peut-être une envie de faire le pas d'après. On a compris que c'était pas simple, on a compris que voilà, on a compris, mais on s'est dit aussi qu'il y avait de la transmission, qu'il y avait de l'amour, il y avait tout un tas de choses, donc il y a quelque chose qui se met en route et qui va pas si mal.
Donc, ce qu'on voulait vous proposer, c'est qu'il y a un petit groupe qui a commencé à travailler en se disant comment on peut faire, et déjà, il faudrait une structure. Donc, ce que l'on voudrait faire, c'est mettre en place une association. Voilà, donc on voulait vous poser la question, est-ce que vous pensez que c'est judicieux, est-ce qu'il faut passer par quelqu'un d'autre, etc. Ou est-ce que on met en place cette association qui déjà commencera à porter un peu le projet, qui pourra éventuellement demander un peu des sous, des conseils, tout un tas de choses. Voilà, donc est-ce que oui ou non on part là-dessus, sur une association. Il y a des gens qui sont pressentis à l'intérieur, je ne dirais pas qui, mais voilà, il y a des gens qui ont envie de s'investir, donc visiblement il y a des envies, il y a des gens qui veulent faire des choses. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Et tout est ouvert. Et tout est ouvert, bien sûr. Est-ce que le fait de faire une association, c'est déjà un premier pas qui pourrait être une première étape? Pour aller chercher des sous, éventuellement, et effectivement, être structuré, c'est important. C'est important. La forme associative, c'est intéressant. D'accord. Ok. On en reste là, il n'y a pas de... oui, Jacques? Oui, Jacques Joux. Mais tout à l'heure, la question que tu posais, c'est est-ce qu'on démarre? Moi, j'ai l'impression qu'il y a si longtemps que ça a démarré, qu'il faut simplement continuer, puisqu'on parle de transmission, ne parlons pas de démarrage, parlons de comment on continue. C'est juste un petit clin d'œil comme ça pour dire qu'évidemment, je suis très favorable à la création d'une association. Personnellement, je ne sais pas trop ce que j'y apporterai. J'y ai apporté quelques anecdotes que j'avais reçues de mes parents. Et puis surtout une forte envie qu'ici dans ce pays on arrive aussi à défendre un certain nombre de choses, et comme j'ai une passion pour ce fruit, moi je suis aussi un versant plutôt comment on peut travailler aussi ce fruit sur d'autres domaines que celui de la dégustation en fin de repas. Il y a des tas de choses à faire dans les confitures, les doux, des plats, etc. Certaines versions culinaires me passionneraient, et j'aimerais bien que ce soit inscrit aussi, si on crée une association, dans évidemment la distillation, etc. Donc travailler aussi toute cette dynamique-là, qui rejoint tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Juste une petite remarque, c'est sous la forme peut-être d'un petit amendement. L'idée qui a été lancée de créer une association véritable Reine-Claude de Pézenas, moi j'aurais préféré authentique à véritable. Bon, voilà. J'ai des soutenants. Je sais pas, bon, je le soumets à la discussion. Eh bien, se parlant de patrimoni, podríem parlar de la vertadière Reine Claude de l'Occitanie et de Pézenas. Fa qui en occità seria mai politique. Je disais que peut-être on pourrait le faire en occitan, ce serait plus joli pour parler de patrimoine de Pézenas. Ok, on a noté authentique et véritable. Reino Claude è uno francese. Con l'accenno dei francesi. Mais c'est pas greu, quoi, c'est foutent. C'est le truffan, nous prenons per nous autres. C'est pas greu. Bon, alors à droite, les Occitans, à gauche... Non, il y a Claude. Bon, alors donc, ce que je comprends, c'est qu'on va continuer. Et en continuant, on va créer une association qui va essayer de regarder tout ça. Je note véritable et authentique pour essayer de voir authentique, c'est bien. D'accord. Ok. Sûrement authentique. Alors véritablement authentique, c'est ça. Alors là, juste sûrement authentique. Comme la véritable. Il y a des gourmands, hein, ça se sent. Comme la véritable recette du petit pâté. Voilà. Allez, je vous donne le dernier point. On n'est pas contre. Qui est le point le plus rigolo, c'est comment on va chercher des sous. Ou alors d'abord, est-ce que c'est gratuit? Malheureusement. Alors non. Le micro, on va pas dire. Alors non, malheureusement ce n'est pas gratuit. Mais en tout cas, nous, pour accompagner des projets comme ça, on peut faire de notre mieux pour s'adosser au budget d'une association, quoi. Ça c'est clair. Bon, donc c'est clair qu'il faut aller chercher des sous, mais là il y a Claude qui nous rappelait qu'il y a effectivement tout un tas de choses qui peuvent être mises en place sur des subventions, sur tout un tas d'éléments,
Et je pense que si on est structuré, si on tape à la porte, si on a le projet qu'on a, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas nous accompagner. Je voulais juste vous dire qu'il y a peut-être une opportunité à Pézenas, puisque... Pardon ? Alors, il y a du terrain, il y a Béatrice qui disait qu'il y avait effectivement un peu de terrain à vendre. Alors là, il faut peut-être aussi qu'on avance, parce que d'après ce que je comprends, c'est est-ce que l'on fait une exploitation énorme où on a 200 ou 300 plants, ou est-ce que l'on fait tout un tas de... Enfin, une équipe qui va implanter 10 pruniers ici, 10 là, et qui va accompagner les gens pour faire en sorte... Enfin, tout ça, il faut le réfléchir. J'ai le sentiment qu'il vaut mieux essayer de faire quelque chose qui soit un peu mixte, plutôt qu'une grosse exploitation bien rangée. Ou alors il faut les deux. Il faut les deux. Moi je pense déjà il faut d'abord se présenter à la Chambre d'agriculture pour faire monter, disons, notre association et notre idée, notre projet sur Pézenas à la Chambre départementale déjà, la Chambre régionale, comme on disait avec Michel, c'est à monter à l'Europe si on veut avoir, disons, une association qui est crédible et entendue, quoi. Voilà. Absolument. Alors, je termine sur la partie association. Donc, on s'engage à essayer de mettre en place une association. Si vous le souhaitez, laissez-nous vos adresses, vos téléphones, etc. Comme ça, vous pourrez faire partie de l'Assemblée Générale. Si vous souhaitez faire partie en plus du bureau, des instances, etc., dites-le nous. Comme ça, on essaiera de faire une Assemblée Générale la plus ouverte et citoyenne possible. On va essayer de faire ça assez vite. Alors, je voulais juste terminer par une petite idée qu'on a eue, puisque la ville de Pézenas a mis en place pour la première année un budget participatif. Voilà. Donc c'est un budget qui est ouvert à tous les projets sur le territoire de Pézenas. Donc je me disais, et là encore parlons-en, si on est structuré, si on a une petite association rapidement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, voilà, nous notre projet c'est de transmettre ce produit qui a une histoire vers quelque chose qui pourrait avoir un passé et un futur. Voilà. Est-ce que c'est absurde? Est-ce que je voulais avoir votre avis? Oui, c'est pas l'association, hein, c'est un citoyen qui doit déposer. Est-ce qu'il y a un citoyen qui veut déposer? Ah bah.